On va s'arrêter maintenant sur l'aspect économique. Sur le chômage, notamment, on retiendra quand même que François Hollande ne s'est pas vraiment appesanti longuement sur l'économie. Il est resté sur des thèmes régaliens, comme l'on dit. Est-ce que vous avez été surpris rapidement, tour de table ? Non, effectivement, il n'y a pas eu d'annonce spectaculaire d'une façon générale, mais il y en a eu encore moins sur le plan économique que sur d'autres domaines. Sur le chômage, François Hollande s'est contenté si je puis dire, de rappeler un certain nombre d'engagements, mais en étant beaucoup moins précis que dans le passé. Enfin, l'histoire de l'inversion, de la promesse de l'inversion de la courbe de chômage est encore présente dans tous les esprits, en particulier dans le sien. Certes, ce matin, au cours de sa conférence de presse, il a répété qu'il n'y avait pas de montée inexorable du chômage, que la montée du chômage n'était pas inexorable, que toutes les mesures seront prises pour qu'il n'y ait pas de fatalité, ce qui étrangement renvoie à un vocabulaire qu'il avait déjà employé pendant la campagne pour les élections présidentielles, quand il avait déjà laissé entendre que la courbe du chômage pourrait s'inverser. On a l'impression d'être ramené 2 ans et demi en arrière. En restant plus prudent quand même cette fois. Absolument. Michel Soudet, 1 minute. Déjà, il c'est pas le seul à s'intéresser peu à cette question, puisqu'il y a eu une seule question de journaliste sur le chômage. François Hollande, dans cette conférence de presse, a essayé de mettre en avant ce qui pouvait faire consensus, de surfer sur ce qu'il appelle l'esprit du 11 janvier, d'avancer des grands principes. Mais le plus souvent, quand il avançait ces grands principes ou des nouvelles idées, on se demandait, mais comment va-t-il pouvoir les financer ? Parce que dans le même temps, il a maintenu l'idée qu'il restait sur une politique de restriction budgétaire. Donc on se demande si tout ça, finalement, c'est pas des mots, des paroles, des belles paroles, mais qu'est-ce qui sera véritablement suivi des faits ? Mais juste sur le chômage, effectivement, il a évité d'en parler parce que c'est quand même un de ses plus grands échecs. Tout le monde se souvient de sa promesse d'inverser la courbe du chômage. Elle n'est pas prête de s'inverser et aucune des mesures qu'il annonce ne permet de l'envisager. Au contraire, la loi Macron facilite les licenciements, donc l'effet connu devrait être encore une hausse nouvelle. On continue à parler, je vous coupe, mais on se retrouve dans quelques instants pour continuer à débriefer donc, sur cette partie économie, chômage. On parlera également de la Grèce et des déficits dans quelques instants. Absolument, on revient sur cette conférence de presse avec nos invités. Michel Turin et Michel Soudet étaient déjà là. Nous a rejoint Philippe de Sertine. Bonsoir, économiste et directeur de l'Institut de Haute Finance. Et on pourrait ajouter romancier, essayiste, puisque vous venez donc d'écrire Le fantôme de l'Élysée. C'est chez Albin Michel. On parlera de ce livre dans quelques instants, mais de toute façon, il nous ramène à l'actualité. Alors, je vais vous poser la même question qu'on a déjà posée il y a quelques instants. Est-ce que vous avez été étonné par le peu de place, en fait, à l'arrivée, qu'a occupé l'économie dans cette conférence de presse de François Hollande ? Étonné, non. Nous sommes dans une circonstance très particulière. Nous sommes dans une circonstance historique. On est en train de rencontrer l'histoire. Il y a eu évidemment les événements du début de l'année, la manifestation du 11 janvier. François Hollande a rencontré l'histoire probablement à ce moment-là. Il a changé, c'est clair, on le sent. Et puis nous avons évidemment l'actualité internationale, autant l'Ukraine que la Grèce, qui sont des énormes menaces, des menaces qui d'ailleurs sont aussi dans l'esprit des économistes et des marchés aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation stable, mais on sait très bien que l'instabilité peut revenir très très vite, aussi bien sur le terrain géopolitique que sur le terrain, on va dire, macroéconomique avec la Grèce. Et concernant la Grèce, justement, lors de la conférence de presse, François Hollande a dit, concernant la décision de la Banque Centrale Européenne hier, elle renvoie la responsabilité aux États européens. Le ton est très ferme, c'est bien légitime, a-t-il ajouté. Est-ce qu'il n'aurait pas dû le dire hier au Premier ministre grec, Alexis Tsipras ? C'est vraiment compliqué la situation de l'Europe aujourd'hui. Là, on a en réalité la question de la dette grecque existante. La dette grecque existante, là-dessus il y a négociation, on peut regarder à quel moment il y aura versement ou pas. La Grèce doit payer beaucoup cette année, 4 milliards en mars, 7 milliards, en réalité 8 milliards entre juillet et août. Donc ce sont des échéances qui sont extrêmement graves pour la Grèce. Mais ensuite, on a l'autre question que pose la BCE, c'est est-ce que la Grèce peut refaire de la dette complémentaire du fait du programme de Syriza au pouvoir ou du fait que l'économie grecque irait beaucoup moins bien que prévu, parce qu'on a beaucoup de prévisions. L'Europe aujourd'hui, la Commission européenne, entre guillemets, a envoyé une sorte de petite pique en disant on prévoit 2,5% de croissance en Grèce si on continue sur la même base que ce qui était attendu jusqu'à maintenant. Il n'est pas sûr du tout actuellement qu'on aura les 2,5% à la fin de l'année, et ça voudrait dire évidemment que là, dans ce cas-là, la Grèce peut recommencer à faire de la dette, ce qui serait compliqué. Michel Soudet, est-ce qu'il n'y a pas un message un petit peu brouillé vis-à-vis de la Grèce, puisque François Hollande
a également ajouté Athènes doit préciser son programme économique. Bien malin ce soir, celui qui sait ce que fera François Hollande. Connaissant, quelque part, allez, sur le sujet, on dira sa couardise, vu la position qu'il a adoptée une fois élu, après avoir promis de renégocier le traité budgétaire européen. On peut penser que là, il essaye, dans les conférences de presse ou les apparitions publiques, de ménager la chèvre et le chou, d'où cette impression de on ne sait pas ce qu'il veut, quoi. Quand il dit rien ne serait pire que d'humilier les Grecs, mais rien ne serait pire que la Grèce fasse son chemin à part, on a envie de dire, en tous les cas, on a posé la question, so what? François Hollande, qui pourrait se trouver dans une situation un peu d'intercesseur entre la Grèce, d'autres États qui vont mal et qui aimeraient bien que l'Europe change de politique, et l'intransigeance de l'Allemagne, on a toujours vu François Hollande se coucher devant Angela Merkel. C'est-à-dire qu'il n'a même pas essayé au début de son mandat, et c'est sa faute qu'il va traîner longtemps, d'essayer de renégocier quelque chose. Il a tout de suite abandonné l'idée. Et là, on a l'impression que c'est un peu le même style de conseil qu'il donne à Alexis Tsipras. Je pense que ça ne se passera pas comme ça cette fois. Les Grecs sont avertis des risques qu'il y a à abandonner ses promesses. D'ailleurs, quand François Hollande avait refusé de recevoir Alexis Tsipras, il avait mis en garde Hollandréou, comme il l'avait appelé, il deviendrait Hollandréou s'il abandonnait ses promesses. C'est un peu ce qu'il a fait. Michel Turin. Oui, je crois qu'effectivement, comme vous le disiez, François Hollande, à propos de la Grèce, s'est livré à un de ses exercices habituels d'équilibrisme, et il a cherché à ménager les deux parties, à ménager à la fois les contribuables français. Il a reçu le Premier ministre grec hier, donc l'opinion pouvait imaginer que ça signifiait que la France accepterait de faire un rabais, qu'un rabais soit fait à la Grèce, et donc que les contribuables concernés, y compris les contribuables français, en soient de leur poche. Et puis en même temps, il fallait, par rapport aux autres États européens, essayer de se mettre dans une situation d'arbitre, de négociateur. Et c'est ce qu'il a dit de façon très explicite ce matin, en disant que la décision prise hier par la BCE était sûrement un moyen de faire en sorte que tout le monde se mette autour de la même table pour parler. Voilà. Et d'ailleurs, du côté de la BCE, c'est le même jeu de rapport de force qui se met en place, puisque hier, la BCE annonce que la Grèce est privée, ou les banques grecques sont privées d'une partie importante de leur financement, et dans l'après-midi aujourd'hui, on apprend qu'elle leur ouvre des lignes de crédit de prêt d'urgence de 60 milliards de francs, je crois, de 60 milliards d'euros. Donc je crois qu'on est dans cet exercice d'équilibre. On aimerait bien de temps en temps qu'un président de la République soit capable d'aller contre les rumeurs. Et vous en reprenez une quand vous évoquez le coût qu'il y aurait pour les contribuables français. Nous avons déjà expliqué dans Politis, mais nous ne sommes pas les seuls. J'ai vu que Patrick Artus pouvait dire la même chose, que Mathieu Pigasse aussi, il y a quelques jours, disait la même chose. En fait, les contribuables français, ils ne sont pas particulièrement engagés là-dessus. Et une renégociation... Ça ne coûterait pas 800, on dit 800, non, 850 ça ne coûterait euros pas les par sommes affolantes bébé compris. Parce que tout ça, ce sont des jeux d'écriture, parce que déjà, la dette grecque nous a beaucoup rapporté, parce qu'une bonne part de la dette grecque, c'est l'argent que ces créanciers se sont mis dans les poches en négociant avec des taux qui sont... on ne dira pas usuraires, mais qui sont quand même sur des écarts énormes. Allez, on termine rapidement sur la Grèce et François Hollande. Il est quand même difficile de faire passer l'idée, non seulement aux contribuables français, mais en particulier, ce qui était le cas aux contribuables espagnols, qui sont dans une situation qui était, il n'y a pas très longtemps, proche de celle de la Grèce, que eux vont devoir faire une croix sur une partie de la dette grecque. Mais eux non plus ne rembourseront pas leur dette. En tout cas... Il y en a qui ne sont pas d'accord, et ça, je ne sais pas si vous avez vu cette phrase cet après-midi. Après la rencontre entre le ministre grec des Finances et son homologue allemand, ils ont dit d'un commun accord, nous ne sommes même pas mis d'accord sur notre désaccord.
Là, au moins, ça a le mérite d'être clair pour tout le monde. Bon, on va passer à une autre phrase qui est peut-être passée un petit peu inaperçue de la part de François Hollande. Il souhaite, a-t-il dit, je vais le citer, plus de réformes. Nous devons aller encore plus loin. Il venait de parler de la loi Macron, évoquant des réformes qui devront, je cite toujours, concerner l'emploi des jeunes, l'insertion des chômeurs de longue durée, améliorer les performances de nos entreprises, faciliter le financement de notre économie. Bon, tout est dit. Dit, la loi Macron n'a pas servi à grand-chose. Et les pistes évoquées, Philippe de Sertine. Oui, je crois que justement, là, ça a été évidemment là, l'élément sur lequel on n'a pas eu de grande annonce, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit bien que l'économie française risque de bénéficier d'une conjonction très favorable de plusieurs éléments. Le fait que l'euro a baissé, le fait que le pétrole est très très bas, le fait que les taux sont même plus à zéro, ils sont même négatifs. Et donc, on est dans une situation où, aujourd'hui, là, on sent la croissance qui repart un tout petit peu. Et donc, l'espoir, c'est que, eh bien, il va y avoir un espèce d'effet d'entraînement, de confiance qui reviennent et qui permettent de relancer l'économie. Alors, est-ce que ça suffira ? Est-ce que ça suffit par rapport aux problèmes français ? C'est clair que non. On sait bien que non. Et on sait bien qu'il va falloir rentrer à un moment donné dans des réformes beaucoup plus dures, beaucoup plus fortes, sauf que nous sommes dans un processus maintenant qui va bientôt être préélectoral. Et donc si nous sommes à la fin de l'année 2015 avec, on va dire, un niveau qui permet de stabiliser le chômage, très probablement on n'ira pas plus loin dans les réformes qui pourtant sont indispensables à l'économie française. Vous êtes d'accord avec ça, Michel Soudet ? Non, absolument Réforme, pas. oui, on s'en doutait un peu. Hein. Ça dépend quel sens on met au mot réforme. Moi, il y a des tas de réformes avec lesquelles je pourrais être d'accord, mais c'est certainement pas celles auxquelles pense mon voisin. La dette disparaît, c'est un truc intéressant. Je vous le dis juste au passage, c'est un concept qu'on n'a jamais vu dans l'histoire économique. Hein, mais... C'était un raccourci, mais on va pas. Par contre, où c'est intéressant cette histoire de, il faut des réformes encore plus. Mais on rejoint le cas de la Grèce, parce que ce qui s'est passé hier, avec ce que j'ai été, semble-t-il, le premier à appeler le coup d'État financier sur le site de Politis hier soir, qu'a fait la BCE pour faire une pression politique sur le gouvernement grec. En gros, pour aboutir à ce qu'un gouvernement démocratiquement élu n'applique pas le programme sur lequel il a été élu. La BCE est en train de le faire pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Quand elle annonce plutôt qu'elle va racheter 60 milliards d'obligations, de dettes par mois, soit 1140 milliards, elle émet aussi des critères pour ça. Elle compte racheter d'abord les obligations des États quand elles sont bien cotées par les agences de notation et en tous les cas, elle compte racheter surtout aux États en fonction de la mise en œuvre des plans de réforme dont parle monsieur. Or, ces réformes ne sont pas... Mais si, c'est exactement ça qui sont dans les critères de la BCE. Non, absolument pas. C'est des questions techniques dans une banque centrale. Vous dites n'importe quoi. Ce n'est pas que des questions techniques. La BCE essaie d'imposer une politique... Mais non, elle n'a pas le droit... Elle n'a aucun droit. Dans ses statuts, elle n'a pas le droit de financer directement des banques. Et donc, c'est ce qu'elle a dit sur les banques grecques. Je peux aider dans la liquidité. Oui, sauf des lignes d'urgence. Je n'ai pas le droit de prêter directement. C'est ça son problème. Les lignes d'urgence... Au cas où, la ligne d'urgence, c'est sur la liquidité. Pour les ça, c'est son rôle dans la zone euro. En cas de c'est ce qu'elle a dit grave problème. C'est ce qu'elle a dit aujourd'hui. Oui, je crois que vous faisiez allusion tout à l'heure, vous énumériez cette liste qui est longue, enfin ce sont pas des annonces, mais des promesses de François Hollande ce matin à propos de la situation du chômage. Il compte sur le pacte de responsabilité, donc entré en vigueur le 1er janvier, dont il attend les effets. Il compte sur les effets de la loi Macron. Il compte sur toutes les mesures que vous avez énumérées tout à l'heure. Mais ça reste en grande partie, j'ai la faiblesse de penser, de l'ordre du vœu pieux, parce que on sait bien que le chômage ne diminuera de façon importante que si la croissance est là, et la croissance n'est pas là. La plupart des économistes, et je pense que Philippe de Sertine sera d'accord sur ce point, estiment qu'en deçà de 1,5% de croissance par an, le chômage a peu de chances de régresser. Or, ce dont se félicite aujourd'hui le gouvernement, c'est que Bruxelles ait révisé à la hausse nos prévisions de croissance pour 2015, et ces prévisions de croissance ne portent que sur un chiffre de 1%. Manuel Valls dit qu'on peut faire plus de 1% en 2015. Valls a dit ça, effectivement, on l'a entendu tout à l'heure. Et puis derrière, Michel Sapin rebondit sur les reproches qui lui ont été faits par Pierre Moscovici, en disant qu'en 2016, on sera beaucoup plus haut, on sera à un 7, un 8, mais c'est reporté à 2016, à l'année d'après. Donc il y a peu de chances pour que, comme Philippe de Sertine le disait il y a quelques minutes, la courbe du chômage s'inverse dans les mois qui viennent.
Et François Hollande a dit que si en 2017, il n'avait pas inversé la courbe du chômage, il ne se représenterait pas. Il l'avait dit de façon très déjà dit, oui, précise, il l'a redit ce matin, mais de façon beaucoup moins explicite. Enfin, il a dit qu'on le jugerait sur l'ensemble de ses résultats, et on a compris qu'il s'agissait de cela, mais il n'a pas employé le mot maudit d'inversion de la courbe du chômage.